Même si l'accès à un cours d'eau est une véritable richesse pour les citoyens d'une ville, bien des métropoles, que ce soit Chicago, New York, Paris, Boston, ont longtemps négligé l'accès à leurs berges. Mais depuis quelques années, la pression citoyenne encourage la multiplication de projets de parcs et de plages pour enfin se réconcilier avec nos cours d'eau. Et Montréal ne fait pas exception à la règle avec notamment la plage du Vieux-Port. Une réalisation signée par nul autre que Claude Cormier, l'un des architectes paysagistes les plus réputés en Amérique du Nord. Claude Cormier est considéré comme une véritable star dans l'univers de l'architecture de paysage. Uniquement en 2013, il a ajouté 7 prix de design à sa collection. On lui doit notamment les boules roses suspendues du village gay, l'aménagement paysager d'un ancien secteur industriel de Toronto, le Evergreen Brickworks, et la revitalisation du secteur portuaire de la Ville-Reine avec les plages de Sugar Beach et HTO. Son dévouement professionnel a même été récompensé par une médaille de l'Ordre national du Québec. Claude, vous avez remporté 67 prix en carrière. Votre nom circule partout en Amérique du Nord. Et pourtant, l'architecture de paysage, c'était pas le premier plan de match. Bien, j'ai grandi sur une ferme. Et juste avant la mort de mon père, quand j'avais 17 ans, mon père m'avait dit « Claude, tu devrais être agronome parce que l'agriculture, c'est important. » Alors, c'est sûr que j'ai poursuivi mes études en agronomie. Et j'avais déjà, je pense, un certain attrait pour l'horticulture et j'ai spécialisé en horticulture à l'Université de Guelph. Mais lorsque j'ai terminé mes 4 années en agronomie, j'ai réalisé que les sciences et moi n'étaient pas très compatibles. Et c'est là que j'ai transféré et j'ai débuté mes études en architecture de paysage. Mais pourquoi? Ça a été quoi le déclic pour dire je passe de l'agronomie à l'architecture de paysage? Je pense que l'idée de l'aménagement... ça, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait. Quand j'étais petit, chez nous, on avait une grande ferme, le jardin potager, des plates-bandes, les fleurs m'intéressaient beaucoup. Et là, vous avez étudié l'architecture de paysage dans la région de Toronto, parce qu'il y a une rumeur qui circule comme quoi l'Université de Montréal, vous n'avez pas accepté? C'est exact. C'est une vraie rumeur? C'est vrai. La rumeur est vraie? C'est vrai. Je n'avais pas été accepté, mais j'étais déjà en Ontario. Alors, j'ai poursuivi en architecture de paysage à l'Université de Toronto. Et c'est là que je suis arrivé, je dirais, comme en ville. Et je tombe en amour avec l'urbanité, avec la culture urbaine. Et c'est là que ça a commencé à teinter ma vue sur le paysage. Puis effectivement, le paysage qu'on fait aujourd'hui chez moi, dans mon équipe, avec mon équipe, c'est principalement du paysage de ville. Et vous êtes allé jusqu'à Harvard, aux États-Unis? J'allais faire ma maîtrise en histoire et théorie du design. Mais je pense que je n'ai pas appris les choses que je croyais que j'allais chercher. C'est-à-dire? Ça m'a permis de démystifier tout le STAR System. C'est très prestigieux, c'est l'université Harvard. Mais c'est pas seulement que ça, c'est que les professeurs sont là aussi. C'est tous les STAR architectes puis STAR Landscape architectes qui sont là. Et tu réalises jusqu'à quel point ces gens-là, ce sont des humains, ce sont des acharnés, ce sont des gens qui travaillent très fort. Et ce que j'ai appris, c'est juste prendre sa place en faisant ce que tu crois. Parfois, on vous présente comme un designer urbain, parfois comme un architecte de paysage. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Oui, je pense qu'il y a une grande distinction, mais la distinction est quand même, c'est très nuancé. L'architecture de paysage, c'est tout ce qui touche l'aménagement d'espaces extérieurs. Donc, on peut être en ville, on peut être en région, en campagne, les jardins privés, en forêt. Le design urbain, c'est la même chose, mais on est dans un contexte de ville, de rue, d'espaces durs, des espaces en toiture. On a des rues, on a des trottoirs, on a des utilités publiques, on a des dalles de béton. Alors, comment faire pousser une présence de paysage en milieu urbain? Et ces constructions-là sont aussi faites en résonance avec un milieu, des relations souterraines, des relations avec des tours, avec des commerces. Alors, c'est toujours cette idée de ville qui est sous-jacente à cette
construction de paysage. Donc, si je comprends bien, le projet de la plage de l'Horloge au Vieux-Port, c'est un projet de design urbain. Absolument. Ça n'apparaît pas dans un premier sens, mais la poésie de ce lieu-là est qu'on crée une expérience universelle, aller à la plage. C'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Mais lorsqu'on l'amène dans un contexte de ville, cette plage devient une plage urbaine et l'expérience en est quelque peu modifiée, mais en même temps, elle appartient aussi à cet état universel d'aller à la plage. Pourquoi une plage? Parce que vous auriez pu faire n'importe quoi. La commande du Vieux-Port était très vague. Là, on a appelé les architectes paysagistes, on a appelé les gens à soumettre des propositions. Oui. Mais c'était très vague ce qu'on demandait. Là. Bien, on demandait de créer un lieu public qui allait prendre en considération la dimension historique, patrimoniale et une dimension récréative. Alors, on peut faire un paquet de choses, mais en même temps, qu'est-ce qu'on... C'est pas très simple. Un lieu qui est linéaire, surbaissé, en relation avec le fleuve. Alors, cette idée de plage urbaine, pour ça moi, prenait une plage. La réponse était claire. Très, très claire, simple. Et avec le Vieux-Montréal, avec une vue sur le Vieux-Montréal qui est magnifique, la vue sur l'île Sainte-Hélène, le pont Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent et le Montréalais qui n'a pas d'espace pour aller se rapprocher du fleuve. Et ça fait partie aussi de cette philosophie-là où les gens veulent se réapproprier leur ville. Il y a une question de développement durable. Au lieu de partir d'une heure et demie dans un chalet sur la rive nord, la rive sud, on habite notre ville. Absolument. Pas tout le monde qui a des chalets, pas tout le monde qui peuvent sortir ou qui ont le temps d'aller à l'extérieur, mais tu peux prendre 2 heures, aller à la plage, revenir, et tu as un moment une pause. Sylvie, ça fait quand même quelques décennies que les berges montréalaises sont un peu moins accessibles, que ce soit pour une plage ou simplement un belvédère, mais il faut dire qu'à une époque, c'était pas mal plus vivant autour de l'île. Absolument. Dans les années 1920, 30, 40, jusqu'à la fin des années 60, les gens partaient en autobus pour pouvoir se baigner. Puis ma mère, elle, prenait un autobus qui nommait Nowhere parce qu'elle n'avait pas de destination précise, cet autobus-là. Elle faisait le tour de l'île de Montréal les week-ends, durant l'été. Elle partait à toutes les heures, l'autobus, puis elle amenait les gens sur une plage qui était accessible. Donc, s'il y avait une plage qui avait trop de monde, ils pouvaient changer de plage en plus de ça parce qu'elle passait à toutes les heures. Et là, pourquoi, dans les années 60, 70, on a perdu justement toutes ces plages-là, ces accès à l'eau? Il faut dire que ça s'est beaucoup développé, Montréal. Il y a eu, dans les années 1920, jusque dans les années 70, des industries pétrochimiques, donc principalement dans l'est de Montréal, qui, eux, rejetaient leurs eaux usées directement dans le fleuve. Mais on peut dire aussi, n'importe où, tous les quartiers industriels de l'île de Montréal rejetaient leurs eaux usées directement dans le fleuve. À un moment donné, bien, les gouvernements se sont concertés et ils ont dit il faut restaurer la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent, de nos cours d'eau, parce qu'on s'abreuve à même ces cours d'eau-là. Mais c'est réellement au milieu des années 90 que toute l'eau usée de Montréal a été traitée. Donc, les lois, les gouvernements ont aidé à rétablir la qualité de l'eau. Dans le cadre, justement, de cette concertation entre le fédéral et le provincial est venue la création de comités ZIP tout le long du fleuve Saint-Laurent. C'est pour faire impliquer les communautés riveraines dans la restauration, réhabilitation du fleuve Saint-Laurent. Quand on a été créé, on a mis en place un comité pour décontaminer le site le plus contaminé du fleuve Saint-Laurent. Et pendant 10 ans de concertation avec les industries, la ville, les groupes environnementaux, les groupes de citoyens ainsi que les gouvernements, on est arrivé finalement en 2008 à une décontamination de ce site-là, ce qui fait que l'industrie a payé complètement la décontamination de site le plus contaminé du fleuve. Donc, c'est le rôle des comités ZIP d'impliquer la communauté pour la restauration du fleuve. Et est-ce que vous avez fait l'exercice à savoir, autour de l'île de Montréal, il y a combien de sites qui actuellement sont peut-être sous-exploités, mais qui mériteraient une attention un peu plus particulière? Oui, en 2005, les comités ZIP de Montréal ont fait l'inventaire biophysique des rives. Donc, on a marché toutes les rives de Montréal. On a recensé, je dirais, à peu près une vingtaine de sites, autant sur la rivière que sur le fleuve.
où on pourrait se baigner. Comme ici, là, d'ailleurs. C'est un site, il n'y a pas de baignade. C'est magnifique, hein? Mais on pourrait se baigner. La qualité de l'eau est là et on a un espace pour étendre sa couverture. On aurait pu faire l'entrevue dans l'eau Ah, carrément. on aurait pu très bien faire l'entrevue. Absolument. Donc, on peut se baigner. Ça prendrait juste un peu de volonté, peut-être, de la part. Ça prend de la volonté parce que tout ce que ça prend, c'est un périmètre de sécurité puis un sauveteur, dans le fond. C'est tout ce que ça prend. Alors, oui, on pourrait récupérer ces usages-là à peu de frais. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Mme Bibeau. Ça me fait plaisir. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver la plage de l'Horloge dans le Vieux-Montréal. Vous n'avez qu'à repérer la tour de l'Horloge, érigée entre 1919 et 1922, en l'honneur des courageux marins décédés pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Claude, on a les 2 pieds dans le sable, sur la plage de l'Horloge. J'aimerais parler tout d'abord du concept. C'était quoi la ligne directrice pour cette plage-là? Alors, pour moi, l'idée d'aller à la plage, il y a des choses universelles. Alors, c'est souvent, hein, c'est quoi? C'est le sable, parasol, serviette ou chaise. Mais qui fait que cette expérience-là avec l'eau, ici, on est indirectement, on ne peut pas se baigner dû au courant, mais on a un contact avec, en ce cas-ci, le fleuve, qui nous amène à un après-midi à la plage, simplement, sans trop d'artifice, mais juste les bons. Alors ça, c'était l'idée principale de la chose. Le deuxième, c'était de la placer dans son contexte du Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, qui fait face à l'île Sainte-Hélène, le pont Jacques-Cartier. Et je me trompe en disant que l'une des forces du projet, c'est la flexibilité des espaces? Moi, je dirais c'est la flexibilité des espaces et la clarté de l'idée de base. Tu sais, une plage, il y en a 100 000, mais ils sont tous différentes, mais ils ont tous quelque chose en commun. Alors, je pense qu'effectivement, cet élément de flexibilité est très grand, mais on travaille toujours avec des choses simples, sable, mobilier, puis dans ce cas-ci, on a un amphithéâtre, puis un boardwalk. Et c'est la configuration d'échelle, du nombre et de la manière qu'on les met en relation les unes aux autres. Il y a un bon exemple de cette flexibilité-là, c'est l'amphithéâtre, parce que oui, c'est un escalier, mais en même temps, ça se transforme parfois pour des événements. Oui, quand on a commencé à travailler dessus, c'était un lieu qui était abandonné, avec un tout petit escalier de sécurité, avec une rampe pour nous amener à l'espace en bas, qui fait que pour des questions de sécurité, les gens ne venaient pas. Alors, d'enlever ce petit escalier-là, d'en faire un immense grand emmarchement avec une rampe accès universel, nous amène à créer cet amphithéâtre-là vers le pont Jacques-Cartier et l'embouchure du fleuve, qui devient aussi un élément pour, par exemple, les feux d'artifice. Et la foule s'installe et ça devient, encore une fois, un lieu public qui n'y aucune vocation au départ. Dans la commande aussi du Vieux-Port, on demandait de mettre en valeur le côté historique du site. Oui. Bien, je pense qu'on l'a adopté de manière un peu indirecte. Et pour nous, la dimension historique était le contexte, le pont, l'île, le fleuve, le Vieux-Montréal, et de juste mettre en valeur ces vues-là. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup à Montréal, je trouve. Souvent, on dirait que pour un site, il faut absolument qu'il y ait une fonction, il faut qu'il y ait un terrain de volley-ball, il faut qu'il y ait une programmation. Alors qu'ici, on constate que juste le fait de pouvoir relaxer... Mais la plage est l'élément de programmation qui fait que ça nous crée comme l'élément de mobilier qui s'installe. Mais pour moi, la plage, c'est une programmation. Parlons un peu du stationnement ici à la plage de l'Horloge. Le stationnement prend le 2/3 du site. Et aussi, vous avez fait une forme de flèche. Pourquoi? Bien, un stationnement, c'est toujours vu comme un élément négatif. Et on voulait éviter de faire un stationnement très typé, très générique des centres commerciaux. Alors, on a effectivement, c'est cette flèche-là qui fait qu'on a maximisé l'espace pour les autos, mais on s'est fait des bandes vertes drainantes vers lesquelles on dirige tous nos eaux de surface vers ces bandes vertes-là, qui fait qu'on est capable d'avoir une plantation d'arbres sans système d'irrigation complexe, qui fait que l'eau des pluies va être capable d'alimenter ces arbres-là, diminuer les espaces de captation en sous-sol, qui fait qu'on a réduit les coûts de construction comme ça, et qui nous amène aussi vers cette convergence-là, qui est la pointe et le pont Jacques-Cartier. Et c'est une technique qui est de plus en plus en vogue aussi en milieu urbain, le fait de planter des arbres et que l'irrigation se fait naturellement, finalement. Par des eaux de surface, absolument. Ça, je dirais, depuis 10 ans, la chose a évolué de manière exponentielle, ce qui est très bien.
et qui diminue de beaucoup des coûts de construction pour des éléments de génie qui fait qu'il reste un peu plus de sous pour le travail de surface. On peut sauver combien, par exemple? Est-ce que c'est vraiment significatif ce qu'on peut sauver sur la facture? Je dirais environ 1,5 à 2 millions qui a été sauvé. Avec cette technique-là? Oui. Alors ça, ce sont des nouvelles pratiques de développement durable associées à des constructions, mais qui doivent être vues dans son ensemble dès le départ. Et c'est là que le paysage devient un élément important, plutôt que d'arriver à la fin juste pour faire le travail de surface. Mais le travail de surface peut informer de celui en sous-sol. Et ça me ramène à l'agriculture. Hein? C'est des systèmes complexes et c'est des systèmes qui sont synchronisés les uns dans les autres, mais qui ne sont pas séparés les uns des autres. Et c'est vous qui avez décidé d'enlever les fameuses lignes pour placer nos voitures. Au lieu d'avoir des lignes blanches, on a des cercles? Oui, exact. Quelqu'un au volant qui stationne sa voiture, si on lui donne juste des indices et des repères, les gens sont intelligents. On n'a pas besoin de toujours de la ligne blanche générique stationnement, mais si on fait juste des points pour indiquer où stationner, et ça fonctionne très bien. Est-ce que vous revenez souvent sur la plage, voir un peu comment les gens s'approprient le site, comment ça évolue finalement dans le temps? Bien sûr. C'est souvent là que on fait notre propre évaluation de notre succès du lieu. Quand il y a des gens, bien c'est là que c'est la preuve que notre idée a bien fonctionné. Et effectivement, au début, lorsqu'on a inauguré la plage, les 2 premières semaines, c'était bondé. Lorsque la société avait imposé la tarification, les gens ont cessé de venir. Par la suite, la 2e année, la tarification a disparu. Dieu merci. Je trouve que c'est un excellent choix. Mais tranquillement, de plus en plus, je pense que les gens viennent. Et ce qui est intéressant, c'est que la plage n'est pas trop bondée. Ce qui fait que l'expérience est très... c'est plus calme et serein. S'il y a trop de monde, bien, c'est un autre problème. Mais je pense que l'idée que cette plage ne soit pas tarifée, c'est une bonne décision. Une excellente décision. En tout cas, c'est un super projet, Claude. On y va avec un petit chine. Merci. Bonne continuité. Merci. Monsieur Coutu, je pense que ces dernières années, à toutes les campagnes électorales, les politiciens nous ont promis de redonner accès aux berges. Bon, dans certains cas, on attend toujours les projets. Vous, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, vous êtes passé de la parole aux actes et vous allez avoir votre plage de l'Est. En quoi ça consiste exactement? L'idée, c'est de favoriser un accès public aux berges, aux citoyens. Et puis, les vocations qu'on veut lui attribuer, on parle de peut-être activités nautiques, tant estivales qu'activités hivernales, donc avec une patinoire aménagée extérieure. On a aussi un site plus pour observer, un point d'observation. On aura une jetée, 2 points de contact avec l'eau pour permettre la baignade. Les gens vont pouvoir venir ici dans un cadre plus de détente, bien-être, table de pique-nique. Et puis, il y aura un espace plus voué à les activités récréatives, un peu plus au nord du site. Et là, vous avez décidé de passer par la voie du concours de design au lieu d'une formule plus traditionnelle où vous auriez pu faire l'aménagement finalement à l'interne. Pourquoi le concours de design? Il faut comprendre que le contexte du projet est un peu hors du commun. On fait quelque chose qu'à Montréal ou ailleurs, on n'est pas habitué de voir. Donc, ce qui fait qu'on était un peu dans une zone d'inconnu. Puis, justement, pour venir pallier cette zone-là, on préférait plutôt, à l'inverse, profiter de l'expertise des gens qui sont dans le domaine. C'était un concours qui était international. Vous avez reçu des propositions de partout, jusqu'en Europe, en fait. On a calculé, je pense, à peu près 90 firmes qui étaient venues chercher les documents. 36 avaient déposé une soumission et qui avait été retenue par le comité de sélection. Et de ça, 5 finalistes ont été présentés publiquement avec leurs projets, leurs forces, leurs faiblesses. Et puis, ultimement, il y a un jury qui a décidé justement du lauréat. Et la plage de l'Est, c'est une première étape pour redonner l'accès aux berges aux citoyens? Bon point. Vous avez quand même plusieurs sites absolument. Intéressants. Et puis, qu'est-ce qui explique que, ça a pris peut-être plusieurs années? Les élus de l'arrondissement ont plutôt utilisé une voie où on voulait adopter un plan plus directeur sur, justement, l'accès aux berges. Ce qu'on appelle le fameux plan bleu-vert qui a été adopté en mai 2013. Et là-dedans, la plage, je vous dirais, le projet phare, c'est un peu ce qui lance les actions qui découlent de ce plan directeur-là. Et puis, ça se voulait aussi des aménagements tant à Rivière-des-Prairies qu'à Pointe-aux-Trembles. Donc, l'esprit du plan bleu-vert, c'est de permettre des percées visuelles et des accès aux berges à peu près à tous les 500 mètres dans la mesure du possible. C'est aussi de profiter, je vous dirais, des espaces vacants, des terrains qui sont en rive,
au niveau de leur potentiel, que ce soit écologique, que ce soit patrimonial, que ce soit récréatif, touristique, parce qu'on sait que c'est un site qui va être appelé à être fréquenté. Les gens nous demandaient est-ce qu'on va pouvoir accoster nos bateaux. Bon, ça aussi, pour assurer la quiétude des citoyens, on s'est dit on s'en va pas là. Je veux dire, oui, il y aura un quai, mais pour de petites embarcations sans moteur, justement pour assurer la quiétude des gens. Durant tout le processus puis les consultations publiques, il y avait des craintes de citoyens parce qu'on est dans un secteur résidentiel. Comment avez-vous fait pour pallier justement à ces craintes-là des citoyens? Donc, quand on regarde le cheminement du projet au fil des années, les citoyens ont toujours eu une place pour dire ce qu'ils pensaient. Donc, ils ont participé à l'expression des besoins. Ils ont même participé à une séance où, là, c'était plus les besoins. On voulait entendre leurs préoccupations. Donc, c'est sûr qu'on avait des citoyens, pas nécessairement juste les gens qui résident autour, mais des gens qui sont dans le quartier. Ce qui fait que, bon, pour nous, là, je veux dire, quand on regarde depuis le début, on est allé chercher cette adhésion-là des citoyens. Ce qui fait qu'une fois, ultimement, au projet, bon, on a un projet qui leur ressemble et puis qui parle par eux-mêmes. Et là, quand est-ce que je vais pouvoir mettre les pieds sur cette fameuse plage, M. Coutu? Alors, l'objectif a toujours été à l'été 2016. Donc, nous, prochaine étape, on attend certaines autorisations du ministère de l'Environnement, justement parce qu'on est en rive. On veut respecter l'environnement, on veut faire les choses comme il faut. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura ces autorisations-là, bien, le plan de match est de travailler en rive pour tranquillement aller vers plus le nord du site, pour livrer un bâtiment de service qui va être l'étape ultime à l'été 2016 et ouverture aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, M. Coutu. Merci, M. Carignan. Ça fait plaisir. Jérôme, des projets comme la plage de l'Horloge, on commence à en voir un peu partout sur la planète. Ça se multiplie et il y a vraiment une pression de la part des citoyens pour se réapproprier les berges. Alors, pourquoi cette volonté de réappropriation? Le travail a évolué. On est dans une société beaucoup plus de services, beaucoup moins d'industrie. Le travailleur a évolué maintenant avec son poste de travail mobile et avec un ordinateur mobile, on arrive à travailler à différents endroits. C'est sûr que du coup, la question de la qualité de vie, de l'image de la ville dans laquelle on est quelque chose finalement presque nouveau et qui prend une importance capitale. Les villes maintenant se réapproprient dans une perspective aussi de compétitivité parce que... C'est très compétitif, les villes à l'échelle internationale, pour les investisseurs, les étudiants, les touristes. Et puis il y a une balance à trouver, hein, justement, l'investissement qu'on va créer pour avoir des espaces publics emblématiques, vraiment si possible en bordure d'eau parce que là on arrive à avoir des lieux d'un intérêt incroyable. À Montréal, on s'en sort comment? C'est sûr que Montréal, c'est un cas particulier. Je pense qu'on a peut-être l'impression qu'il y a trop à faire parce qu'on a des situations un peu partout, à l'endroit où on a des accès à l'eau compliqués. Si on regarde au niveau de l'est de Montréal, Hochelaga, centre-sud, en fait, le fleuve est totalement coupé par et la rue Notre-Dame qui est en projet depuis des décennies et le port de Montréal qui est une barrière un peu infranchissable. Le Vieux-Port lui-même appartient, c'était la société du Vieux-Port, maintenant c'est la Société immobilière du Canada. Donc c'est finalement pas du ressort de la ville en fait, ce territoire, ça relève du gouvernement. Le canal de la Chine, Parc Canada. Donc encore une fois, la ville est comme pas sur son territoire. Ça, c'est un peu le portrait tout autour du centre-ville de Montréal, d'une situation insolvable avec une multitude d'intervenants qui ont de la difficulté à se parler. Puis du coup, on se dit, par où on commence? Et qu'est-ce que ça prendrait justement à Montréal? Est-ce que ce sont des projets touristiques un peu comme la plage de l'Horloge ou davantage des projets plus citoyens, plus résidentiels comme ce qu'on va faire avec la plage de l'Est? C'est d'arrêter de se dire que ça prend un grand projet et puis que ça va forcément être très coûteux. De regarder des endroits ponctuels un peu partout autour de l'île, à la fois vers le centre-ville, à la fois dans les quartiers plus excentrés, de regarder à quel endroit on peut faire un bel espace simple, petit, mais qui pourra être rassembleur d'une communauté locale et créer un point d'intérêt et pour cette communauté et peut-être même, si l'attrait est plus fort, pour au-delà. Un bel exemple, ce serait Copenhague, justement, parce que c'est une ville où, sans qu'il y ait... Il y a des endroits où la baignade est autorisée et encadrée et tout ça, mais en même temps, il y a des endroits où c'est juste autorisé. Puis c'est rentré vraiment dans la culture des habitants de s'approprier l'eau, d'avoir un rapport très intime avec l'eau, que je pense à Montréal, on a vraiment perdu avec le temps. Et puis même on aurait même presque peur de se baigner dans le fleuve, alors que la qualité de l'eau à plein d'endroits est d'une très bonne qualité. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples internationaux dont on pourrait s'inspirer à Montréal, mais qui, ne coûtent pas nécessairement les yeux de la tête?
C'est sûr qu'un exemple vraiment très inspirant puis assez similaire finalement à la situation à Montréal, c'est toute la revitalisation des berges de Seine à Paris par des moyens qui sont même, on va dire, une entente entre le privé et le public et qui ont donné des résultats incroyables, comme par exemple les quais au pied de la bibliothèque François Mitterrand, qui est un lieu terriblement austère à la base. Et on a commencé d'abord avec la piscine Joséphine Baker, qui est venue s'accoter à cet espace. C'est une péniche, en fait, qui est piscine. Donc, une piscine flottante. Une piscine flottante. Et puis après ça, il y a plein de petits bateaux, petites péniches qui sont venus s'ancrer là et offrir une programmation qui a fait que c'est devenu un espace public foisonnant et c'est vraiment un rendez-vous incontournable pour les Parisiens dès qu'on va se retrouver au bord de l'eau. Ça ressemble un peu quoi à notre Bota Bota à Montréal? C'est ça. Si on prend le Bota Bota puis qu'on rajoute un autre bateau qui sera un restaurant, un bateau qui sera peut-être juste une exposition, un bateau qui offre ci et ça, on vient de créer un lieu d'intérêt où les gens, même s'ils ne vont pas forcément dans le Bota Bota ou ils ne vont pas forcément consommer au restaurant, peuvent juste venir et puis se retrouver dans un lieu foisonnant, un lieu civique important et duquel on peut être fier à Montréal. Et en terminant, Jérôme, je m'en voudrais de ne pas parler de votre village éphémère. Bon, ça fait 2 étés à Montréal que vous montez ce village-là. Vous espérez créer une petite étincelle avec ça, si je ne m'abuse? C'est sûr, ça fait 2 étés qu'on a implanté le village. Le premier été, c'était au Bas-Saint-Pile, et puis l'été qui vient de passer, c'était donc au pied du pont Jacques-Cartier. On est dans des lieux emblématiques, mais qui sont assez austères, difficilement appropriables, et donc on vient mettre une vie dans ces endroits-là, et puis ça a créé, je pense que ça a vraiment créé des beaux rendez-vous pour les Montréalais. Et ça attire l'attention des politiciens, en tout cas. C'est sûr que dans la perspective du 375e anniversaire de Montréal en 2017, la question de la fenêtre sur le fleuve, l'ouverture sur le fleuve revient souvent. Et puis là, je pense que c'est sûr que l'approche aussi de ne pas simplement offrir un parc, mais d'avoir une programmation, enfin, d'avoir quelque chose qui est complémentaire avec le lieu est assez intéressant, parce que pour le moment, ça reste que c'est un lieu assez vide dans la ville à cause de la rue Notre-Dame et le port de Montréal qui coupe cet endroit-là. Merci beaucoup, Jérôme. Ça fait plaisir. Un plaisir. Il reste peut-être encore beaucoup d'efforts à faire pour retrouver l'effervescence qu'on a connue dans les années 20, 30, 40 avec nos plages montréalaises, mais heureusement, les choses commencent à bouger. Et en plus de la plage de l'Horloge et la plage de l'Est, l'ouest de Montréal pourra accueillir sous peu, dans le secteur de Verdun, une nouvelle plage. Le plan est de la voir pour 2017, juste à temps pour le 375e anniversaire de Montréal.